Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et en gros, on est parti, nous, d'une conviction assez simple, c'est que les gens, dans leur grande majorité, sont dignes de confiance et de liberté. Et s'ils n'expriment pas ça, c'est pas parce qu'on est des mauvais recruteurs ou parce que c'est parce qu'on a créé une aventure dans laquelle ces comportements se sont commencés à se mettre en œuvre ou à s'exprimer. Et on revient à ce que je disais en début de discussion, c'est que je crois beaucoup à cette idée que les gens n'ont pas de nature profonde, mais qui sont le fruit de leur aventure et de ce qu'ils vivent. Et donc, on s'est attelé à la tâche en se disant, mais pourquoi on ne créerait pas une entreprise dans laquelle nous, on aurait rêvé travailler ? Parce qu'au final, on s'est posé la question pour nous. Nous, quels sont les endroits où on a le plus aimé travailler ? C'est des endroits où on nous a fait énormément confiance et on nous a donné beaucoup de liberté. Et ce qui va nous différencier de beaucoup de gens, c'est qu'on s'est dit, si c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout le monde. Pas que pour une petite partie des gens qui seraient super éduqués, c'est vrai pour moi, c'est universel. Et c'est pas vrai que pour le comité de direction. Voilà, c'est vrai pour tout le monde. Et en partant de cette idée, vous commencez à tirer un fil et vous vous rendez compte, et c'est là on peut reparler de la tradition, etc., que tous les outils de management qu'on réplique à l'infini sans les re-questionner partent d'un présupposé différent, c'est que les gens, il faut les contrôler pour qu'ils exécutent bien leur métier. Et donc ça part du présupposé que les gens ne sont pas naturellement engagés. Et en réalité, la différence, c'est que nous, on considère que s'ils ne sont pas engagés, c'est que c'est le symptôme de la maladie de l'entreprise dans laquelle on est. Et donc, on a commencé à tirer ce fil et ça a été une aventure extraordinaire, à la fois à titre personnel et collectivement. Ça a commencé par une usine de 400 personnes qu'on a fermée pendant 2 jours pour demander aux salariés, aux collègues, si vous étiez amenés à organiser vous-même l'usine, comment vous le feriez, en allant vers plus d'autonomie. Et on a mandaté 18 personnes qui ont été élues par leur pairs et qui ont choisi une nouvelle forme d'organisation qui a énormément déhiérarchisé l'usine. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand on a mis en œuvre l'organisation, les 6 premiers mois, les résultats ont été catastrophiques. Et c'est là où vous faites appel à vos convictions fortes, c'est-à-dire que même s'ils étaient catastrophiques, ce qui était très marrant, c'est que chaque fois que j'allais dans l'usine, tous les chiffres montraient le contraire. Chaque fois que j'allais dans l'usine, je ressortais avec une énergie incroyable. Je savais quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer. Et donc, ça m'a aussi appris sur le fait qu'il faut avoir beaucoup de recul sur les chiffres. Déjà, on ne voit pas toujours les bons chiffres. Ensuite, on donne trop d'importance à court terme aux chiffres. On donne trop d'importance aux chiffres économiques et pas à d'autres dimensions de l'entreprise. Et au final, il s'est avéré que 6 mois après, les chiffres ont commencé à décoller de manière extraordinaire, sans parfois qu'on puisse l'expliquer, parce qu'on rentre après dans des mécanismes holistiques, c'est la somme de plein d'engagements, d'initiatives, etc., qui créent une dynamique. Et on a bien fait de tenir, parce que ça a renforcé très très fortement nos convictions sur nos croyances de départ, et après on a commencé à aller beaucoup plus loin et essayer de transformer le groupe. Et ça passe par plein de choses, c'est-à-dire que vous repensez la manière dont vous recrutez, la manière dont vous augmentez les salaires, la manière dont vous organisez l'entreprise, vos rapports à la performance, etc., etc. On peut rentrer là-dedans. Et c'est surtout un parcours personnel, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, et c'est ça le parcours d'humilité dans tout ça, c'est qu'au final, quand vous avez eu la chance d'avoir du pouvoir, déjà, pour moi, le pouvoir, il est intéressant pour la capacité d'agir qu'il donne plus que pour les privilèges qu'il donne. Mais vous êtes une contradiction vivante quand vous commencez à mener ce type de transformation. Et on entend souvent des entreprises libérées qui ne fonctionnent pas. Et pour moi, c'est souvent parce qu'il n'y a pas un très fort alignement du leader. Il est à la fois où l'intention pour laquelle il le fait n'est pas profonde, il le fait pour des injonctions de modernité plus que parce que profondément, il considère que le monde va mal et que c'est n'importe quoi ce qu'on fait dans les entreprises. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, est-ce qu'il est prêt, du fait de cette intention, à se transformer personnellement et à prendre conscience qu'il est un des obstacles à la transformation. C'est-à-dire que quand vous êtes devenu dirigeant, en général, vous avez quelques qualités
c'est-à-dire capacité de synthèse, d'abstraction, de vision, etc., qui est une qualité qu'il faut avoir dans une équipe, mais il y en a d'autres, évidemment. Mais vous avez quelques défauts, c'est que vous avez un ego surdimensionné, vous aimez prendre la parole, prendre la lumière, et vous avez même parfois un rapport maladif à votre entreprise. Et s'il est impossible de pouvoir laisser les autres s'épanouir si vous prenez tout l'espace. Et ça, c'est un vrai travail personnel de transformation et qui est parfois douloureux. Mais il faut l'accepter. Il n'y a pas de possibilité de transformation profonde sans se re-questionner soi-même et se questionner soi-même sur son rôle et sur le fait qu'il faut avoir un nouveau rôle dans ce type de transformation.